comme vous le savez, nos interventions, enfin les conférences sont toujours enregistrées pour permettre à un certain nombre de gens de nous rejoindre par la suite. Donc, au nom de l'association des EI en Israël, je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Depuis le mois de janvier, nous sommes à la 12e intervention ce soir. Donc, je suis très, très heureux. Je rappelle que c'est un partenariat avec, d'une part, l'Association des EI en France et d'autre part, le groupe local des EI en Israël, qui s'appelle donc le groupe local Ron Arad. Et donc, ce soir, nous avons la chance, et particulièrement, je suis très heureux, Jean-Charles Zerbi, président de l'Association des EI, de recevoir ce soir Sami Kotek, qui va nous parler de Maïmonide, sur une question intéressante sur qu'est-ce qu'un médecin parfait. Alors, Sami Kotek est bien placé en tant que médecin peut-être et en tant que spécialiste de Maïmonide pour nous dire tout cela. Donc, je le remercie d'avoir accepté d'intervenir ce soir. Je vous remercie à tous. Si vous avez des remarques, des questions, des réactions, vous pourrez les noter dans le chat, comme on dit, dans l'espace de discussion. Et ainsi, nous pourrons interroger Sami à la fin de cette intervention. Merci beaucoup. Je te laisse la parole de suite. Merci beaucoup, Jean-Charles. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien, il t'entend très bien. Alors, est-ce que vous pensez que ça existe, un médecin parfait? Ça, c'est une bonne question. Puisque j'ai dit qu'il va nous parler du médecin parfait, c'est sans doute que ça doit exister. Eh bien, là-dessus, on va discuter. Parce que ce n'est pas évident, loin de là. Pourquoi? Parce que le médecin, c'est un monsieur ou une dame. Et le client, le malade, c'est un monsieur ou une dame. Donc, il y a deux personnes l'une en face de l'autre. Quand il y a deux personnes l'une en face de l'autre, il y a beaucoup de raisons de penser qu'ils ne seront pas toujours exactement sur la même longueur d'onde. Et donc, vous voyez que le problème existe. Et on va voir comment Maïmonide va nous montrer comment, à son avis, on peut essayer, alors je vais utiliser maintenant le mot central, d'approcher la perfection, c'est-à-dire d'aller vers la perfection. Avant d'entrer dans le sujet, j'ai l'habitude toujours de citer mes maîtres. Mais d'abord, je vais vous dire qui m'a amené aux EI. Et c'était pendant la guerre. Pas la guerre des 6 jours, hein, pas la guerre d'indépendance, la Grande Guerre. Donc, vous voyez que je ne date pas d'hier. Enfin bon, c'est pas ça que je voulais vous dire. En tout cas, celui qui m'a amené aux EI, c'était mon cousin Germain. Mon cousin Germain, il s'appelait le rabbin Sami Klein. Les anciens connaissent ce nom-là. Les plus jeunes, peut-être, ne le connaissent pas. Eh bien, Sami Klein, le rabbin Sami Klein, donc mon cousin Germain s'appelait Sami comme moi, du même grand-père qui s'appelait Samuel Kotek et qui était rabbin en Allemagne, à côté de Francfort, et que nous n'avons pas connu car il est décédé très jeune. Vous voyez donc que celui qui m'a amené là-bas, ce n'était pas n'importe qui, c'était lui qui était responsable de la jeunesse juive en France pendant la guerre. Et c'était l'adjoint donc du grand rabbin Kaplan, qui était le grand rabbin de France à cette époque-là. Et il passait son temps à aller d'un endroit à l'autre où il y avait des juifs, des jeunes juifs dont il fallait s'occuper, c'était le cas de le dire, et il fallait surtout essayer de les conserver à la vie. Et ce n'était pas toujours évident. Et ça s'est mal terminé parce qu'il a été fusillé par les Allemands en tant que résistant en 1944. Et c'est ainsi que j'ai perdu le cousin que j'adorais, parce que lui, dans la famille, on l'appelait le grand Sami, et moi, c'était le petit Sami. Depuis, je suis devenu grand aussi, mais ce n'est pas non plus ça que je voulais vous dire. Vers la perfection. Alors, c'était donc ce
cousin qui m'a amené au Louveteau, quand même. J'étais quand même à l'âge des Louveteaux à cette époque-là. Et ensuite, j'étais à Strasbourg, lorsque nous sommes retournés à Strasbourg, et j'ai grimpé les échelons. Et en fin de compte, faisais partie du groupe qui dirigeait la route. Qu'est-ce que c'est la route? Les routiers, ça vous dit quelque chose? Oui, on disait autrefois comme ça. C'était la branche aînée, les routiers. Et je faisais partie de la commission nationale qui dirigeait la route à cette époque-là. Et j'étais déjà étudiant en médecine à cette époque-là. Voilà comment je suis entré aux EI. Mais comment suis-je entré à l'histoire de la médecine? Parce que c'est là que j'ai parlé essentiellement de Maïmonide. Et je vais vous dire un secret. Le sujet sur lequel j'ai le plus parlé, et dans un certain nombre de langues, celles que je connais évidemment, c'est Maïmonide. C'était le sujet numéro 1, car j'en avais toute une liste que je proposais aux différentes personnes, où que ce soit, quand nous étions au Canada, en sabbatical, ou bien quand j'étais en Allemagne ou ailleurs, c'était toujours Maïmonide qui revenait. Donc vous voyez que Maïmonide, apparemment, il devait aller vers la perfection, puisque c'était la perfection absolue, tout le monde voulait du Maïmonide. Eh bien, vous en aurez aussi un peu aujourd'hui. Et je ne vous ferai pas une véritable allocution ni un véritable cours, mais je vous ferai en fait des citations qui vous montreront comment, dans ces différents ouvrages médicaux, Maïmonide a pu nous faire une introduction à cette course vers la perfection. En grec, il y a 2 termes qui signifient parfait, perfection. C'est téléios et Aristos. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous faire un cours de grec. Téléios et Aristos. Oh, Aristos, on connaît. Les aristocrates et téléios, on ne connaît pas. Quelle est la différence entre les deux? Aristos, c'est-à-dire celui qui est un aristocrate en médecine, c'est la notion d'excellence en médecine. Pour qu'il soit excellent, ça signifie qu'il a des bons résultats. Téléios, c'est celui qui est parfait dans ce sens qu'il a appris tout ce qu'il fallait apprendre pour devenir médecin. Il avait donc la connaissance. Et ce ne sont pas toujours ceux qui ont le plus de connaissances qui sont les mieux partis pour agir. Et ce n'est pas toujours ceux qui agissent bien qui ont le plus de connaissances. Donc ici, je pense que chez Maïmonide, on peut dire et appliquer les 2 termes à Maïmonide lui-même, à la fois la perfection des connaissances et à la fois l'excellence dans la pratique, du moins d'après tout ce que nous en savons. Galien, qui était le médecin de l'Antiquité, qui a été le plus lu et écouté pendant tout le Moyen-Âge, jusqu'au XVIe siècle, a écrit un ouvrage qui s'appelle, maintenant je vais vous parler du latin. Oui, j'ai des lettres, hein, je passe du grec au latin. Écoutez ça, De optimo medico cognoscendo, tout le monde a compris. De optimo medico, ça veut dire le meilleur médecin, cognoscendo, comment est-ce qu'on peut le connaître, le reconnaître? Alors vous voyez que c'était une question qui était posée par le grand médecin de l'Antiquité. Il a vécu au IIe siècle de notre ère, c'était pas hier ni avant-hier. Comment peut-on reconnaître? Et il nous donne tout un petit traité là-dessus que je ne vais naturellement pas discuter avec vous aujourd'hui. Mais il y a surtout un danger. C'est le danger de prétendre être parfait. Et je commence par cela, parce que c'est justement ce que dit Maïmonide lui-même, dans un traité qui curieusement parle de l'asthme. De l'asthme. Qu'est-ce que ça a à faire avec l'asthme? Eh bien, l'asthme, c'était un traité qui a été écrit par Maïmonide en réponse à une question sur l'asthme d'une personne de la cour du sultan au Caire. Donc, c'est pour ça qu'il parle là-bas aussi de la médecine et de ce qu'on pense de médecine. Et il dit, et ne croyez pas que parce que je vous parle tout le temps du médecin, voilà le mot en hébreu, shalem, refait shalem, shalem, ça veut effectivement dire complet, donc parfait. Eh bien, le danger, ne pensez pas que j'écris là-dessus, parce que je suis moi
un médecin parfait, car je sais que je ne suis pas parfait. Et ne croyez pas que je dise ça. Je cite Rambam. Qui c'est Rambam? Vous connaissez le mot Rambam? Oui, bien sûr, c'est un acrostiche de Rabbi Moshe Ben Maimon, Rambam. Oui, bon, ça maintenant c'est dit, c'est retenu. Eh bien, il nous dit, je ne sais que je ne suis pas parfait, et ne croyez pas que c'est parce que je suis modeste, anava en hébreu, la modestie, ou croyez parce que je suis un chassid. Chassid, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va au-delà de ce que dit la halakha. Mais parce que je sais que je ne suis pas parfait et personne ne peut le savoir mieux que moi. Vous voyez comment Maïmonide commence par se mettre en position de n'être pas celui qui se prend pour le médecin parfait. Et c'est pourquoi qu'il nous dit qu'il faut voir le médecin parfait. Mais il nous dit la chose suivante. Et s'il n'est pas parfait, s'il n'est pas Shalem, alors laissez faire la nature. Si vous n'avez pas confiance, voilà un mot-clé, si vous n'avez pas confiance dans la capacité, et je n'ai pas dit la connaissance, dans la capacité du médecin, eh bien, laissez faire la nature. Parce que la nature, au moins, en général, elle ne fait pas de faute. Ça veut dire qu'elle ne fait pas toujours quelque chose, mais en tout cas, elle ne fait pas ce qu'il ne faut pas faire. C'est déjà quelque chose. Parce que le médecin, justement, peut très bien faire une chose qui n'est pas la bonne parce qu'il a fait une erreur, soit sur le diagnostic, soit sur le traitement. Voyez-vous comment les choses peuvent se mettre en place? Et je vous ai dit que je parlais de mes maîtres et j'en ai oublié un, et c'est celui qui m'a formé à l'histoire de la médecine. Eh bien, il s'appelait le professeur Yoshua Leibowitz. Yoshua Leibowitz, c'est lui qui a créé la chaire d'histoire de la médecine dans l'université hébraïque. Et l'université hébraïque a été créée en 1925, mais l'école de médecine, la faculté de médecine, si vous préférez, n'a été créée qu'en 1949, donc après la guerre d'indépendance. Et donc, c'est dans les années 50, au début des années 50, qu'il a été mis en place comme professeur d'histoire de la médecine. Et j'ai eu la grande, j'ose pas dire chance, mais le grand honneur en tout cas, d'être son disciple et de prendre sa suite dans cette cathédrale, dans cette chaise. Non, cathédrale, c'est une chaise en effet, mais dans cet enseignement et recherche en histoire de la médecine. Et tous les deux, nous nous étions spécialisés, et j'ai travaillé avec lui jusqu'à sa fin, jusqu'à presque la fin de sa vie, et il a vécu 98 ans. Et nous étions spécialisés sur l'idée, sur le thème de les Juifs et la médecine. Et je n'ai pas dit quoi? Je n'ai pas dit la médecine juive, car je pense que ça n'existe pas. Les Juifs étaient à l'écoute de tout ce qui se disait, ce qui se faisait autour d'eux, et ils avaient une manière de pratiquer la médecine, mais il n'y avait pas de médecine juive, car nous n'avons aucun texte qui soit venu sur la médecine de l'Antiquité. Comment aucun texte? Le Talmud est plein d'histoires liées à la médecine, c'est vrai, il y a plein d'histoires liées à la médecine dans le Talmud, en particulier le Talmud de Babylone, mais ce n'est pas organisé d'une manière systématique. Ce n'était pas organisé pour être un enseignement. C'était organisé pour montrer des exemples, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est le professeur Leibowitz qui m'a mis en selle et j'ai pu travailler avec lui depuis 1964, qui est l'année où je me suis installé comme pédiatre à Strasbourg, mais nous avons fait notre allié fin 75 et à partir de là, nous avons pu continuer à travailler ensemble toutes les semaines, au moins une fois par semaine, nous travaillions ensemble jusqu'en 1993 quand il a disparu. Voilà ce qui était mon introduction. Maintenant, je voudrais juste vous montrer un portrait de Maïmonide. On va voir. Alors, voyons si nous arrivons à le voir. Leur screen.
share. Voilà, et je vais en arrière. Voilà, Rambam, oui, c'est le titre. Voilà, vous connaissez ce portrait? C'est le fameux portrait de Maïmonide. C'est vrai ou c'est faux? À mes élèves, je dis toujours, lorsque je demande si c'est vrai ou c'est faux, c'est toujours faux. Eh bien, en effet, ce n'est pas le portrait de Maïmonide, mais c'est le portrait que nous connaissons et qui est attribué à Maïmonide et qui date du début du XVIIe siècle, fin du XVIe. Et je ne vous dis pas où exactement ça a été publié, peu importe. Par contre, la signature est bel et bien celle de Rabbi Moshe ben Maimon Zatzal. Moshe de Rabbi Maimon Zatzal. C'est donc bien sa signature, c'est ainsi qu'elle apparaît dans les documents avec sa signature que l'on trouve et qu'on a trouvé dans la Geniza du Caire en particulier. Et j'ai eu l'occasion de les avoir entre mes mains lors d'une visite en Angleterre. Et c'était très émouvant d'avoir entre les mains des papiers écrits de l'écriture de la main de Maïmonide lui-même et signé de sa main. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en premier lieu? Eh bien, vous me suivez, je fais un peu plus, je vais essayer de descendre un peu. Voilà. Là, je vais très vite parce que ce n'est pas là-dessus que je veux perdre du temps. Naissance à Cordoue. À Cordoue, on a toujours dit 1135. Vous trouvez encore ce chiffre actuellement sur Internet. Il est né, semble-t-il, plutôt en 1138. Et il était très jeune lorsque la famille a dû quitter Cordoue, où il était né. Pourquoi? Parce que les Almohades sont arrivés dans cette région-là et ils étaient absolument comme les islamistes de nos jours. Tu te convertis ou tu disparais. Disparaît, ça veut dire soit faire disparaître, soit pars d'ici, sors d'ici, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont parti de Cordoue, on ne sait pas par où ils ont passé par la suite, ce n'est pas clair, dans le sud de l'Espagne, en tout cas, et ils sont arrivés en 1160 à Fès, ce qui est très, très curieux, parce que Fès, c'était justement à cette époque-là la capitale de cette façon de voir l'arabisme, c'est-à-dire des Almohades. Mais il y en a qui ont dit d'ailleurs qu'ils ont vécu là-bas, la famille de Rambam, comme des Arabes, comme s'ils étaient mahométans, comme s'ils étaient islamistes, mais ça n'a jamais été prouvé et ce serait très étonnant. Ce que, par contre, nous apprenons, car nous ne savons pas où il a étudié la médecine. Nous savons qu'à Fès, il était en contact avec des médecins locaux. Il critique même parfois ce qu'ils ont fait. Parfois, il parle de l'un d'entre eux en disant « c'était mon maître ». Donc là, il a été actif en tant que médecin. C'est la première fois qu'on en entend parler en 1160. Ils ne sont restés que 5 ans à Fès et de là, ils sont partis pour l'Égypte via la Palestine. Ils sont arrivés à Akko, que je ne traduis pas par Saint-Jean d'Acre, parce que pour moi, c'est Akko. Et ils sont arrivés là-bas, ils ont visité un peu, j'allais dire, les lieux saints, c'est-à-dire ils sont allés à Jérusalem, ils sont allés à Hebron, mais ils ont vu que la vie était non seulement difficile, mais pratiquement impossible à cette époque-là dans le pays, à part ceux qui vivaient d'une façon extrêmement pauvre et extrêmement limitée. Et ils sont donc continués vers le sud et ils sont descendus en Égypte. Pourquoi j'ai dit descendus? D'abord, sur la carte, on descend. Mais surtout, lorsqu'on quitte Eretz Israël, on descend. Et quand on va en Eretz Israël, on monte. Ça, je pense que vous le savez, vous avez dû l'entendre. Ils se sont fixés à Fostat. Actuellement, c'est à l'intérieur de la ville du Caire, qui est une ville énorme. Mais à cette époque-là, c'était un village qui était tout près du Caire et où il y avait une communauté juive. On a dit qu'il a été le médecin de Saladin et c'est faux. Ça a été écrit aussi. Il n'a pas été le médecin du sultan de Saladin, mais du vizir Al-Fadhil. Et il avait de la chance d'être le médecin du vizir et pas de Saladin, parce qu'avec Saladin, il aurait dû le suivre dans ses guerres, etc. Alors qu'avec le vizir, il restait à la cour au Caire et il travaillait là-bas
et à partir d'un certain temps, il passait presque toute la journée, une grande partie de la journée, à la cour donc du Caire, où il traitait les gens importants. En 86, c'est la naissance de son fils Abraham, et c'est le seul qui l'a suivi après sa mort. Il avait eu une fille, semble-t-il aussi, qui a dû décéder jeune. Ce qui est vrai, c'est qu'en 1193, il a été nommé médecin du sultan Al-Afdal. Al-Afdal, c'était le fils de Saladin, un des fils de Saladin, qui n'était pas très bien portant, et un certain nombre de ses traités lui ont été adressés, des traités médicaux de Maïmonide. Et là, il était vraiment le médecin du sultan. Bon, je peux encore vous dire qu'il a commencé à exercer la médecine seulement après la mort de son frère, qui était celui qui gagnait l'argent de deux familles. Le père était déjà décédé à ce moment-là. Les deux familles, celle de David, donc le frère de Moshe et de Moshe lui-même, vivaient grâce à ce que gagnait dans le commerce des pierres précieuses en particulier, qu'il ramenait des Indes. Donc, il faisait des grands voyages et le bateau dans lequel il revenait d'un de ces voyages, avec toute la fortune de la famille, a sombré et il a disparu. Et c'est là que le problème se posait, comment faire vivre ces deux familles. Et Maïmonide est resté pendant toute une année dans une espèce de dépression, il n'arrivait pas à se décider. Il ne voulait pas gagner de l'argent en tant que rabbin. Il a dit non, je ne veux pas être salarié en tant que rabbin. Et c'est là qu'il s'est souvenu, si j'ose dire, de ses études qu'il avait fait pour la médecine. Donc, quand il a étudié la médecine, ce n'était pas du tout, semble-t-il, pour exercer la médecine. C'était parce que pour lui, la médecine faisait partie de la chokhma. Et il le dit dans un de ses traités, il dit, si on veut bien servir à Kadosh Baruch Hu, il faut être en bonne santé. Par conséquent, ça fait partie du programme d'un chacham d'être portant, de faire tout ce qu'il faut pour être bien portant. Donc, il faut étudier les principes de la médecine. Vous voyez comment les choses peuvent se dérouler dans la vie. Après un an, il s'est installé. Ça, c'est de nouveau sa signature. Et maintenant, j'arrête maintenant à nouveau avec la présentation et maintenant, je vais vous parler directement. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Je voudrais bien aller sur Zoom. Il faut sortir, il faut sortir de… Voilà, ça y est. Voilà, vous me voyez? Très bien. Ce n'est pas que je voulais que vous me voyez, mais je voulais être en face de vous plus nettement. Et je trouve que c'est comme ça qu'il faut essayer d'enseigner. Pas avec quelque chose qui se projette sur les murs, mais si possible, un passage de la parole de celui qui présente les choses et de celui et de ceux qui écoutent. Les ouvrages médicaux qu'a écrit Rambam sont au nombre d'une dizaine, mais je ne vous en citerai que quelques-uns qui sont les plus importants et que nous allons citer en particulier. D'une part, les aphorismes de Moshe, Pitgamé au Moshe, c'est-à-dire les Pirkei Moshe. Aphorisme, c'est quoi? Qui sait? Qu'est-ce que c'est qu'un aphorisme? Vous ne pouvez pas me répondre. Alors, je vais vous le dire. Les aphorismes, ce sont des idées dites en résumé, une phrase, deux phrases, pour dire quelque chose d'important. Et c'est donc pas toujours facile, parce que quand c'est dit en très peu de mots, ça peut très bien être mal compris. Donc, ça demande souvent des commentaires. Et c'est ce qu'il a fait. Il a écrit un commentaire des aphorismes d'Hippocrate. Mais c'est un autre livre. Ici, je parle des aphorismes de Moshe lui-même, de Rambam lui-même, qu'il a écrit en se basant essentiellement sur Galien, mais en le critiquant. Il le cite, mais il ose le critiquer, ce qui n'était pas du tout évident, ni à l'époque, ni même plus tard, disons jusqu'au 15e, 16e siècle. Critiquer Galien, ça ne se faisait guère. Ça ne se faisait même pas. Voilà. Ça, c'est les aphorismes. Ensuite, le régime de santé, Hanhaga Tabriut. Et là, je veux souligner ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire Hanhaga?
Vous connaissez un peu l'hébreu. Alors, vous savez ce que c'est un nahag. Le nahag, c'est le chauffeur. Donc, le chauffeur, c'est le conducteur. Ah, conducteur. Alors quoi? Hanagat abriut, la conduite de la santé. Ça veut dire quoi? Voilà, maintenant je traduis en bon français. Voilà comment il faut se conduire pour rester en bonne santé. Voilà de quoi il parle dans ce traité très important qui a été traduit en latin très tôt et qui était publié en latin comme incunable en 1477, si je me souviens bien. Il y a une autre source qui dit 1480. En tout cas, c'était avant 1500. C'est ce qu'on appelle un incunable. Quelque chose qui a été imprimé avant 1500, ça s'appelle un incunable. Donc, ce livre a été le premier à être vraiment publié en latin. Tous ces livres ont été écrits en quelle langue? Vous le savez, en arabe. Tous ces livres, sauf le Mishneh Torah, c'est-à-dire Yad HaChazaka, c'est-à-dire c'est son ouvrage de Dinim, de Halacha. Celui-là est le seul qui a été écrit en hébreu et en lettres hébraïques. Même le Perush à Mishnayot, qui était donc fait pour le public qui parle hébreu, il était écrit en arabe, mais avec des lettres hébraïques, parce que c'était pour les gens qui connaissent les lettres hébraïques, mais qui ne connaissent pas bien la langue hébraïque. Vous voyez comment les choses sont programmées. Hein? Et tout dépend à qui on s'adresse. Il faut s'adresser d'une manière qui soit la plus acceptable par ceux qui vous reçoivent. Anagat Abriut. Ensuite, le livre des drogues, qui contient les poisons et ce qu'il faut faire contre les poisons. Sefer HaSamim. Ensuite, le traité de l'asthme, dont je vous ai déjà dit un mot, Sefer HaKatseret. Katseret, ça veut dire quoi? Katsar, ça veut dire étroit. Donc, c'est ce livre chez lequel la respiration est étroite. Ça passe mal, l'air. C'est ça, l'asthme. Donc, Sefer HaKatseret. Ah, mais maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître curieux. Ce n'est pas Rambam qui a donné les titres de tous ces ouvrages. Ils ont été donnés par la suite. Ces ouvrages ont été écrits pour une certaine personne comme une réponse à une question qui lui avait été posée, et il n'y avait pas de titre donné par Rambam lui-même. Ça, ce n'est pas toujours connu, des gens même qui écrivent sur Rambam. Traité de l'asthme. Et alors ensuite vient le commentaire sur les aphorismes d'Hippocrate, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les autres livres, je ne vous les cite pas, parce qu'on n'en parlera pas particulièrement dans cette entrevue. Alors maintenant, des citations. Alors suivez-moi bien. Voilà ce que je traduis du chapitre 13 du traité de l'asthme de Maïmonide. Et c'est sur la médecine. Voilà ce qu'il dit de la médecine. Sache que la médecine est une science. Hébreu, chokhma, nécessaire à l'homme en tout temps et en tout lieu. Donc, ceux qui disent la nature, laissez faire la nature, oui, bien sûr, quand le médecin ne vaut rien. Mais quand il y a une médecine bien organisée, alors sachez que la médecine, doit être, c'est d'apprendre comme une science. Ah oui, mais ça ne suffit pas. Il continue. Toute personne qui s'intéresse à l'art médical, maintenant c'est plus une science, c'est un art. Et quel est le terme en hébreu? Melacha. Melacha, c'est quoi? C'est un travail. C'est donc un art. Les artistes, les artisans et même les chirurgiens. Le mot chirurgeon, vient du grec qui signifie celui qui travaille avec son bras. Donc, la médecine est une science, mais elle est aussi un art. Celui qui s'intéresse à l'art médical sait que c'est un art, mais c'est un art, voilà le troisième terme, qui nécessite de l'expérience. En hébreu, nisayon. Voilà la triade de définition de la médecine. C'est une science, c'est un art et elle demande de l'expérience. Ah oui, mais de l'expérience, justement. Il y a plein de gens qui disent, moi j'ai l'expérience, moi j'ai vu cette maladie 20 fois, je leur ai donné du sirop d'érable et tout était fini en quelques jours. Alors il nous dit, c'est pas ça que j'appelle l'expérience.
L'expérience, c'est quelque chose qui a été pratiqué, qui a marché, qui a été écrit, qui a été repris dans la génération d'après et réessayé et reçu d'une manière plus véritable. C'est ça qu'il appelle l'expérience. Donc, il n'y a pas d'expérience, dit-il. Important à écouter. Il ne peut pas y avoir d'expérience sans connaissance. Voilà un des termes, une des citations importantes de Rambam. Le reste, ça peut être bien parfois. Parfois, une expérience peut être positive, même si on n'a pas de connaissance. Mais ce n'est pas comme ça que doit se définir la médecine. Et maintenant, quelque chose d'encore plus important. Tout malade nécessite une réflexion renouvelée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne jamais dire cette maladie, elle est semblable à telle autre. J'ai vu la même maladie il y a 15 jours, il y a 3 semaines, il y a 2 ans, et c'est les mêmes signes, donc c'est la même maladie. Et voilà, écoutez maintenant, c'est une des phrases que j'ai écrites en lettres capitales dans mes dossiers. Le médecin ne traite pas une maladie, il traite un individu malade. On se croit à l'époque moderne. Mais c'est tellement important et c'est tellement vrai. Donc, même si les signes sont les mêmes, mais la personne n'est pas la même, il n'est pas du tout dit qu'on pourra traiter cette personne que vous avez maintenant devant vous comme vous avez traité l'autre personne il y a 2 ou 3 ans, car sa réaction peut être différente. Voilà donc une chose très importante que nous dit ici Rambam et qu'il faut bien retenir. Alors après, c'est là qu'il nous dit la médecine est une nécessité à condition que le médecin soit accompli. Shalem, voilà la citation. C'est dans ce traité de l'asthme. Alors le place, mais voilà. Alors qu'est-ce qu'il dit? Mais alors quoi? Quand le médecin soit accompli, et alors? Alors vient quelque chose de très curieux. Il nous dit le patient se placera alors corps et âme entre ses mains. Quoi? C'est ça une définition du médecin accompli? Donc, vous voyez que l'approche au malade est celle qui fera que ce malade, après avoir eu des renseignements sur le médecin, avoir vu comment il vous observe, comment il vous parle, etc., eh bien, il se mettra alors entre ses mains. Donc, il y a ici un problème. Quel est le terme clé ici? C'est la confiance. La confiance. Et c'est quelque chose qui est quelque chose qui doit être, et ce n'est pas toujours le cas. De nos jours, les gens ont souvent plus confiance dans l'Internet que dans le médecin. Et ils ont déjà vu tout ce qu'ils ont, tous les signes qu'ils ont, ils ont déjà vu ça sur Internet. Et dit, toi, tu dis ça, mais moi, j'ai vu. Alors, vous voyez, on arrive à des discussions qui peuvent parfois tourner court. Quand je dis tourner court, ça veut dire que le médecin et le malade se séparent sans s'être compris. Voilà donc à quoi il faut faire attention. Si toutefois le médecin est incomplet, voilà comment il comprend, et je traduis peu fiable, mieux vaut se fier à la nature. Et c'est ce qu'on appelait autrefois, c'est encore du latin, natura medicatrix, mais on n'a pas de mal à traduire. La nature qui guérit. La nature, le médecin, la nature, médecin. Bon. Alors nous avons vu sur cette page, 1, médecine, c'est science, art, expérience. Nous avons vu 2, voir l'individu dans le malade. Et 3, rechercher la perfection, c'est-à-dire continuer sans cesse à se perfectionner. Et je vais maintenant vous dire quelque chose que je dis toujours à la fin de mes cours, mais j'ai peur de ne pas avoir le temps de le dire à la fin, alors je vais vous le dire au commencement. Comment est-ce qu'on appelle les grands sages de nos jours, les grands rabbins? Comment est-ce qu'on les appelle? On les appelle des Talmidei Chachamim. Je sais bien, les Sfaradim souvent utilisent quand même le titre de Chacham, je sais. Mais je pense qu'il est bien de dire Talmidei Chachamim, car les Talmidei Chachamim savent qu'ils doivent continuer tout en étant déjà maintenant Chachamim
à être encore plus rachamim en continuant à étudier pendant toute leur vie. Voilà ce que je voulais dire ici. Dans le même chapitre, Maïmonide souligne l'importance de quelque chose qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui, c'est la consultation. Qu'est-ce qu'on veut dire par consultation? La consultation, ça veut dire qu'on appelle un autre médecin qui n'est pas forcément un spécialiste, parce qu'aujourd'hui, on envoie aux spécialistes. C'est ça la consultation de nos jours. Mais ce n'est pas ça qu'on appelait autrefois la consultation. On appelait un confrère, un collègue, et on discutait ensemble, on examinait ensemble le malade, et on discutait à part, pas devant le malade. On allait se mettre dans une autre chambre, et on discutait qu'est-ce qu'on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela, et on arrivait à une conclusion, et on venait à deux donner la conclusion. Voilà ce qu'on appelait une consultation. Et ça, c'était positif. Alors que, dit-il Maïmonide, en Égypte, j'ai vu des gens qui allaient voir un médecin, et après, ils allaient voir un deuxième, un troisième, un quatrième, et ils ne savaient plus du tout quoi faire. Ils étaient complètement perdus, et le résultat était catastrophique. Et ils pensaient que c'était ça, des consultations. Voyez-vous comment il faut aller au bout de la discussion. Maintenant, je vais aller un peu plus vite, parce que le temps passe, c'est curieux, il passe toujours plus vite qu'on le pense. Les composantes de l'art médical. Et je ne vais pas vous donner une première définition qui était celle de Al-Farabi, qui n'était pas médecin, mais qui était un philosophe, mais antérieur à Maïmonide, qui divise la médecine en 7 parties. Je vous le dis à toute vitesse: anatomie, physiologie, pathologie, observation, régime de santé, régime de malade, et enfin, thérapeutique. Quand même, ça vient à la fin. Et Maïmonide ajoute encore quelque chose. Il ajoute un 8. Passer du 7 au 8, en Shmini, on connaît ça. Alors, qu'est-ce qu'il ajoute lui? Il ajoute la nomenclature, la terminologie. La terminologie, connaître le nom des plantes médicinales en différentes langues. Parce qu'à l'époque, les médecins anciens, souvent, voyageaient d'un endroit à l'autre pour apprendre ce qu'on fait ailleurs également. Hippocrate lui-même, dit-on, Hippocrate, 5e siècle avant notre ère, a fait la même chose. Il est allé dans d'autres pays pour voir comment on traitait les gens là-bas. Donc, vous voyez, lui, il ajoute encore la terminologie. Mais ce que j'aime bien, c'est la pratique de la façon que Maïmonide a de la partager en 3 parties. Écoutez bien. Première partie, diriger l'individu en bonne santé. Comment diriger en bonne santé? Qu'est-ce que le médecin a à voir là? Mais c'est là qu'il avait à voir. C'est-à-dire qu'il fallait préserver la santé. Et c'est ce qu'on appelle la prévention. Et je pense, moi personnellement, que la prévention était plus respectée à l'époque de Maïmonide que de nos jours. C'était quoi la prévention? Eh bien, c'était tout un tas de choses. Le choix climatique, la qualité de l'eau, la qualité des aliments, l'importance des bains, manger modérément, respecter les habitudes, l'activité physique, l'activité sexuelle, le sommeil. Tout ça faisait partie de la manière de conduire sa santé. Et c'était cela qui était important à l'époque. Ça, au moins, on pouvait le faire. Ça, au moins, on savait le faire. Mais pour traiter, c'était plus difficile. Alors, j'ai dit 3 parties. Alors, j'ai dit la première, l'individu en bonne santé. Deuxièmement, évidemment, diriger les malades, c'est-à-dire le traitement. Donc, nous avons vu prévention, nous avons vu traitement. Mais qu'est-ce qui reste? Mais il ne reste rien. Comment? Mais j'ai dit 3. Alors, il faut que je trouve la 3e. Mais il l'a trouvé, lui. C'est traiter ceux qui ne sont pas tout à fait bien portants, mais pas malades non plus. Donc, des convalescents. Car les convalescents doivent conduire leur santé différemment que quelqu'un qui est en parfaite santé. C'est vrai ou pas vrai? Bien sûr. Et vous savez qui il a mis parmi les convalescents, parmi ceux qu'il faut diriger d'une manière un peu spéciale? Alors là, je me sens visé personnellement, ce sont les vieux. Parce que les vieux aussi, ils doivent avoir une manière de vivre, pas seulement ce qu'on mange et ce qu'on boit, manière de vivre qui doit être, elle aussi, contrôlée en prenant en compte ce qu'on est encore capable de faire et ce qui est bon pour sa santé. Maintenant, j'arrive peut-être à ce qui est le plus intéressant. Mon maître disait toujours, le professeur Leibowitz disait toujours, ne dis pas que c'est intéressant parce que
les gens remarquent peut-être que ça t'intéresse toi, mais ça ne veut encore pas dire que ça les intéresse eux. Ça, il le disait presque chaque fois qu'il faisait une… Bon, alors, voilà, dans le régime de santé, dans Hanagata Briut, voilà ce qu'il nous dit. Et ce sont des directives sur la santé de l'âme. Quoi? Dans la partie 3 et chapitre 13 dans l'édition de Montner. Les mouvements de l'âme. Quoi? Les mouvements de l'âme? Oui. Apeiluyot hanafshiot en hébreu. Atnuot hanafshiot. Tnuot, c'est vraiment les mouvements de l'âme. Dites-moi un autre mot pour mouvement. Motion. Ah, motion. Émotion. Donc, nous sommes dans la psychologie. Et c'est de cela que nous allons parler maintenant. Les mouvements de l'âme peuvent être à l'origine de changements physiques importants. Bon, évidemment, mais ça, on le savait. Gallienne l'avait dit aussi. Mais c'est la suite qui est intéressante. Les médecins ont conseillé de toujours prendre en considération les mouvements de l'âme et de tâcher de les équilibrer. Aussi bien, écoutez ça, chez l'individu bien portant que chez le malade. Et c'est par là qu'il faut commencer. Et c'est par là qu'il faut commencer. Commencer par étudier la psychologie du patient. Ça s'est traduit en langage moderne. Et maintenant vient la deuxième citation qui est en lettres capitales dans mes notes. Chez tout malade, le cœur est à l'étroit. C'est une traduction littérale. Libo tsar. Et chez tout bien portant, l'âme est au large. Rachav hanefesh. Ki chol chole libo tsar, vechol bari rachav hanefesh. À mon avis, c'est un aphorisme qu'on devait mettre sur le fronton des hôpitaux en Eretz Israël et partout ailleurs dans notre hôpitaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le cœur est à l'étroit? Traduisez ça en un terme plus médical. C'est cela, l'anxiété. C'est la traduction littérale de l'anxiété. Angor veut dire étroit. Angor pectoris, c'est une étroitesse du cœur, c'est-à-dire un coup de cœur. Donc, chez tout malade, le cœur est à l'étroit. Effectivement, ça signifie qu'on est anxieux. Mais vous allez me dire quoi? J'ai le rhume et je suis anxieux. Ah non, évidemment. Mais les petites maladies, elles aussi, il y a toujours un fond d'anxiété. Qui sait ce que ça peut devenir, ce que ça peut donner, comment ça peut se développer? Il y a donc toujours quelque chose qui a à faire avec l'anxiété. Mais naturellement, dans les maladies graves, c'est beaucoup plus net. Et je suis bien portant, l'âme est au large, on se sent bien. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit se sentir bien ou se sentir mal. Vous voyez? Voilà la psychologie. Mais de voir ça dit par Rambam, ça, ce n'est pas du tout évident à son époque. Et que le médecin, je continue à citer, mais pas littéralement, que les médecins ne pensent pas que ceci est du domaine du philosophe ou du moraliste. Il appelle ça les moussariim hatoriim, le moraliste biblique, et non du médecin. Il est vrai que ce sont surtout des gens simples, les femmes, les enfants, qui sont plus impressionnables. Donc, c'est là qu'il faut faire plus particulièrement attention. Mais les personnes qui connaissent les règles de vie et les qualités morales des philosophes et des éthicistes se formeront à la force de caractère, de sorte que rien ne les impressionne vraiment ou très peu. Voilà donc quelque chose qui s'adresse aux médecins cette fois-ci. Il ne s'adresse plus aux malades, il s'adresse aux médecins. Le médecin lui-même a besoin de cette force de caractère pour supporter, pour comprendre les cas où la psychologie est au premier plan. Résumé en quelques mots. 1. Tout malade est anxieux. D'abord, le calmer. 2. Il faut connaître la psychologie de ses patients avant même qu'ils ne soient patients. Il faut s'éduquer à contrôler ses émotions, équanimita, ses propres émotions, et évidemment les émotions du client. Bon, nous poursuivons. Mais nous allons vraiment bientôt arrêter. Je ne vais jamais jusqu'au bout de ce que j'ai préparé.
c'est un principe. Non, ce n'est pas un principe, mais c'est ce qui se passe en fait. Mais comme vous me comprenez. Commentaire sur les aphorismes d'Hippocrate. Je cite Hippocrate. La vie est courte. Hippocrate, 5e siècle avant notre ère. L'art est long. Ça veut dire il est long. Il est long à maîtriser. L'occasion est fugace. Ça veut dire quoi? Il faut savoir, il ne faut pas attendre longtemps. C'est le moment de faire, alors fais. Il continue. Les essais thérapeutiques, les essais sont dangereux. Faire quelque chose en essai, on va dire, on va voir ce que ça va donner, c'est dangereux. Le jugement est difficile. Voilà comment il commence. C'est le premier des aphorismes d'Hippocrate. C'est donc celui qui est en préambule aux aphorismes. Et il convient de faire, je continue à citer, et il continue de faire non seulement ce qui est adéquat, mais encore de veiller à ce que feront le malade et ceux qui l'entourent, et de considérer les facteurs extérieurs, et là, il y a un grand point d'interrogation, externa, dans la traduction latine, les externa, ce qui est externe. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, il y a dans la collection hippocratique, et on pense que ce traité-là de l'art, ça s'appelle, c'est le titre, n'a pas été écrit par Hippocrate lui-même, mais par un de ceux qui l'ont suivi par la suite. De l'art, là-dedans, il dit, on ne peut pas demander l'impossible au médecin. Il faut qu'il fasse ce que l'art médical lui dit de faire et qu'il le fasse bien. Et s'il voit que ça dépasse ce que l'art médical peut faire, eh bien, ce n'est plus à lui de le faire, c'est plus du domaine du médecin. C'est clair, c'est net, c'est logique. Vous êtes d'accord avec moi, c'est tout à fait logique. Mais ce n'est pas l'idée du tout de Maïmonide. Maïmonide, qu'est-ce qu'il dit? Le médecin doit exhorter le patient et son entourage à appliquer le traitement qui a été ordonné. Ordonné! On appelle ça une ordonnance. Qu'est quoi une ordonnance? C'est quelque chose qu'on ordonne au médecin, oui, même si c'est pénible, voire désagréable. Il faut donc obtenir, encore une fois, le mot-clé de la confiance du malade et de son entourage. Et c'est la condition de la réalisation de l'ordonnance. Vous me suivez? Vous ne pouvez pas me répondre puisque vous ne pouvez pas parler, mais j'espère que vous me suivez. Alors, le médecin doit également écarter les facteurs qui empêchent la guérison au mieux de ses possibilités. Maintenant, écoutez jusqu'où il va dans son commentaire. Si le médecin est pauvre et vit dans un endroit néfaste à sa santé, à sa maladie, et n'a pas la possibilité d'aller ailleurs parce qu'il n'a pas de sous, le médecin y veillera. Ouh là là! Bon, ça ne veut pas dire que c'est lui qui va le transporter à Chamonix ou dans une station où il sera guéri plus facilement, mais il doit veiller à ce que cela soit fait. Et il lui fournira la nourriture adéquate et les médicaments si le malade ne peut se les procurer. Donc, veiller à ce que le malade reçoive tout ce qu'il a ordonné. Ça va encore plus loin que l'entourage. Donc, il faut la confiance de l'entourage pour que lui le fasse. Bien sûr, ce n'est pas le médecin qui va tout faire, mais vous voyez jusqu'où il va. Donc, ordonner simplement ce qu'il convient de faire et s'en aller, ce n'est pas suffisant. Littéralement, c'est ce qu'il ne faut pas faire, car le résultat espéré, parfois, ne sera pas atteint. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur la médecine de Maïmonide. Vous voyez que ce sont des citations, en fait. Vous voyez que j'ai construit ça d'une manière qui n'est pas vraiment un cours universitaire, mais c'est ce que je pensais être intéressant, non, pas intéressant puisqu'il ne faut pas le dire, mais utile à entendre et peut-être même à retenir dans l'enseignement de Maïmonide. Voilà ce qu'il dit dans sa lettre à Joseph, un de ses élèves à Bagdad en 1190. Je le lis très vite. Je puis t'annoncer que j'ai dorénavant atteint une grande réputation comme praticien parmi les grands, les juges, les émirs et les princes à la cour. Mais de ces gens, on ne reçoit guère d'émoluments. Il n'est pas toujours payé. Quant au petit peuple, je suis maintenant placé trop haut socialement pour qu'il puisse m'approcher. Nous sommes en 1190. Il est mort en 1204. Je passe ainsi le plus clair de mon temps au Caire, et quand je rentre à Phostate, j'arrive tout au plus à parcourir au cours du reste de la journée et de la soirée. Maintenant, écoutez ça. Ce qu'il me faut vérifier dans les ouvrages de médecine.
car tu sais bien combien cet art est étendu et combien d'efforts sont nécessaires pour quelqu'un de consciencieux et d'exact, d'Aikan, qui ne veut pas affirmer quoi que ce soit sans être certain de la valeur de ce qu'il dit et de sa vérification de sa preuve et de sa source, de se souvenir de l'auteur qui a écrit ça pour qu'il puisse le vérifier par la suite. Il passait son temps à vérifier ce qu'il avait fait et pour avoir la possibilité de rectifier le lendemain s'il y avait des choses à rectifier. Mais, dit-il à la fin, de ce fait, je ne trouve pas le temps d'étudier la Torah, que le Shabbat. Et quant aux autres sciences, je n'y arrive jamais. Tout cela me peine énormément. Mais surtout, continuez à m'envoyer des lettres, car je n'ai pas de meilleur compagnon. Voilà ce qui sera ma conclusion. Et maintenant, j'attends vos réactions. Alors maintenant, vous pouvez mettre unmute, c'est-à-dire, vous avez la parole. Merci beaucoup, Samy. Avant de donner la parole au public, je voudrais te dire que si toi, tu n'as pas le droit de le dire, moi, je peux dire que cette intervention était très intéressante. Ça, moi, j'ai le droit de le dire. Donc, enfin, je crois en tout cas. En tout cas, si je ne l'ai pas, je prends le droit. Donc, comme ça, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup de cette intervention. Alors, il y a eu un certain nombre de réactions. C'est intéressant dans le public ce soir. Ce n'est pas une très, très grande surprise, mais il y a une forte participation de médecins. On se demande pourquoi. Et donc, il y a des questions et des remarques qui sont d'ordre médical. Il y a aussi beaucoup d'amis, voire de la famille. On les salue. J'en connais quelques-uns. Je salue les enfants, en tout cas la fille et les petites filles que je reconnais, et un certain nombre d'amis. Alors, il y a une première question quand tu as dit au début qu'il n'y avait pas de médecine juive. La question que pose Marc était de dire, y a-t-il des maladies juives? Et Jacques Fiorentino lui a répondu, plutôt des maladies où les juifs sont surreprésentés. Non, il y a des maladies héréditaires juives, effectivement. Il y a des maladies héréditaires, uniquement juives, il y en a peu, mais où les juifs sont très largement prédominants. Donc, il y a tout de même un facteur génétique qui peut jouer. Je sais bien que sur la génétique, on a fait des tas de choses sur les Kohanim, par exemple, etc. Enfin bref, c'est allé un peu loin. Je vois que quelqu'un en parlait la semaine dernière. Donc, il y a des maladies génétiques et des maladies aussi qui sont liées au climat où ont vécu les antécédents parfois pendant un certain temps. Par exemple, dans l'Afrique du Nord, il y avait des maladies qui étaient nettement plus fréquentes que sur le continent. Et parfois, il y en est resté des traces dans les familles par la suite. C'est un problème qui n'est pas très facile à traiter. Mais Maïmonide ne parle pas de cela. Alors, Jacques Fiorentino pose la question, la médecine n'est-elle pas plutôt un art utilisant les sciences? Pourquoi plutôt? Non, ce qu'elle veut dire, je pense, en disant que ce n'est pas une science, ce n'est pas une science exacte. Voilà, c'est là que je suis d'accord avec lui. Ce n'est pas une science exacte. Je veux dire par là, comme je l'ai dit, vous vous rappelez tout au début, je veux dire qu'il y a deux individus l'un en face de l'autre, le médecin et le patient. Chacun a la possibilité de faire des fautes. Le malade a la possibilité d'oublier un des signes essentiels ou la possibilité de décrire les choses d'une manière qui n'est pas normale, qui n'est pas la bonne. Donc, il peut informer d'une manière qui n'est pas efficace. Le médecin peut très bien se tromper, et ça arrive aux meilleurs médecins, soit dans son diagnostic, ce qui est plus rare, soit dans le traitement, si par exemple, il a oublié, ou je ne sais pas quoi, de lui poser la question s'il est allergique à telle ou telle chose. C'est un des exemples, simplement, pour dire qu'il y a bien des endroits où le médecin peut avoir oublié une phrase essentielle qui faisait partie du colloque entre le médecin et le patient. Voilà, donc ce n'est pas une science exacte, je suis tout à fait d'accord.
Mais dire que ce n'est pas une science, je ne sais pas si on doit vraiment dire ça comme ça. C'est un art, c'est sûr, et je veux bien qu'ils mettent art avant science, ça je veux bien. Merci. Alors, le docteur Paul Sidoun demande, il se pose la question, s'il y a une manière d'être médecin, quelque chose autour d'une idée de la débrouillardise, quelque chose qui nous interdit d'être pontifiant. Alors, moi, ça, je peux te donner la réponse. La réponse EI, c'est d'être toujours prêt. Ça suffit? Ça, je ne sais pas si ça suffit comme réponse pour tout le monde. De mon temps, c'était la devise des EI. Mais je ne sais pas si c'est encore la devise des EI C'est aujourd'hui. toujours la devise des scouts en général et Ah bon? Ah des bon? EI en Très bien. particulier. Oui. Voilà, juste merci. Donc au passage, avant que tu ne le dises, Myriam Ayash nous disait par rapport à ton intervention, c'est parallèle à la médecine de l'âme, toutes ces définitions du bon médecin. Et après, tu as parlé de cela, donc elle avait écouté attentivement. Question de Annick Rothschild. Euh, qui dit merci au Oui, j'écoute. professeur, vous êtes passionnant. Est-ce que Maïmonide parle de la pédiatrie où il y a trois individus, le médecin, le parent et l'enfant? Pas que je sache. Dans les aphorismes, il y a des aphorismes, des aphorismes pas d'Hippocrate, dans les aphorismes de Maïmonide, il y a des passages qui ont lieu, qui ont affaire à la pédiatrie. Mais il n'y a pas vraiment de chapitre sur la pédiatrie uniquement. C'est plutôt un rapport avec l'obstétrique, la suite de l'obstétrique. Donc, le petit malade, le très jeune enfant. Vous savez qu'autrefois, c'était les sages-femmes qui traitaient les petits-enfants. Les petits-enfants, même parfois jusqu'à l'âge de 4-5 ans. Les médecins disaient, mais comment voulez-vous que je traite un enfant? Il ne parle pas. Comment voulez-vous que je ne sais pas ce qu'il a? Quoi, tu sais pas le palper le truc? Ah oui, palper, palper. Mais il ne parle pas, il ne parle pas. Enfant, ça veut dire celui qui ne parle pas, justement. Donc, les médecins avaient peur de traiter les enfants. Et quand les médecins ont commencé à vouloir traiter les enfants, les sages-femmes ont dit non, mais vous n'y comprenez rien. Vous ne comprenez pas les enfants. Nous, on les comprend, les enfants. D'abord, on en a eu nous-mêmes. Ensuite, on est formé pour ça. Donc, on sait ce qu'il faut faire. Et vous, vous venez avec vos instruments. Voilà ce qu'ils disaient des médecins. Vous venez avec vos instruments. Et nous, on laisse faire la nature. Alors, naturellement, quand les instruments, quand la nature ne marchait plus, hein, alors on appelait le médecin. Et alors, le médecin, il n'y arrivait pas. Hein, il n'y avait plus, c'était trop tard. Alors, c'était le médecin qui était en faute. Donc, vous voyez qu'on avait là, on a des livres entiers qui ont été écrits sur cette discussion, en particulier sur l'obstétrique entre médecins et sages-femmes. Les sages-femmes ont écrit des livres. Les sages-femmes écrivaient déjà des livres au XVIIe siècle. Pas toutes les sages-femmes, bien entendu. Mais il y en avait qui ont déjà écrit des livres. Et nous avons une collection d'ailleurs dans notre bibliothèque de médecine à Jérusalem. Nous avons reçu toute une collection de livres sur l'obstétrique et la gynécologie, des livres anciens, qui est une collection de valeur pour ceux qui viennent nous visiter, qui viendront nous visiter. Ils viendront bientôt, ils viendront bientôt. Docteur Catherine Zermati dit, merveilleux, dommage que ces préceptes se soient perdus de nos jours. Tu es d'accord? Surtout pour la prévention. Surtout pour la prévention, oui, c'est un peu dommage. Hein, dès qu'il y a eu les antibiotiques, la maladie, le médecin, c'est quoi? L'ordonnance, c'est quoi? Antibiotiques, oui ou non? Voilà où on en est arrivé. C'est une catastrophe. C'est catastrophique. Ah, comment? C'est catastrophique. Les antibiotiques, c'est pas catastrophique, c'est formidable, c'est extraordinaire. Mais oui, justement, tout ce qui est extraordinaire est dangereux parce que c'est extraordinaire. Et là, on est en face d'une maladie ordinaire. Ok. Alors, je m'attendais ce que cette discussion arrive. Elle est là. La question, c'est Michel Saadia, que je salue. Je crois qu'elle est à Marseille. Ne pensez-vous pas qu'actuellement, le grand problème face à la pandémie est également la confiance que l'on peut ou ne pas avoir par rapport au monde qui nous entoure? Confiance et respect sont encore et toujours les points centraux. Je ne peux qu'applaudir.
Donc, C'est sûr que, bon, euh, il y a encore une chose à laquelle on n'a pas pensé, on n'a pas parlé, c'est la place du doute. Et elle dit, Maïmonide dit à un certain endroit, il dit, on ne peut plus exactement où c'est, que le médecin qui est vraiment accompli, quand il étudie un patient, comment vous appelez ça? Qu'est-ce que ça veut dire patient? Quand un patient, il est patient? Pourquoi il s'appelle patient? Ah, je sais, ça vient du latin patio, qui veut dire avoir mal ou souffrir. D'accord. Mais comment est-ce que vous dites la patience en hébreu? Savlanout, tout le monde connaît ce mot. Dans le mot savlanout, il y a le mot sevel. Dans savlanout, qui est la patience, vous avez le mot sevel qui signifie la souffrance. C'est-à-dire que souvent, et trop souvent, les malades de nos jours ont besoin d'un surcroît de patience. Avant que le médecin arrive, avant que l'infirmière arrive, avant que les médicaments arrivent, avant que la nourriture arrive, avant qu'on lui dise qu'il est guéri, avant qu'on lui donne les papiers, avant. Donc, il nous dit, Rambam insiste sur le fait qu'un médecin qui a vraiment de l'expérience, il réagit plus lentement que des médecins qui sont à moitié formés. Eux, ils disent, ah ben c'est ça, et voilà ce qu'il faut faire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le médecin qui a de l'expérience, il dit, attends une seconde, celui-là, il habite là, il m'a dit qu'il mangeait ceci et cela, il m'a dit qu'il faisait ce métier, il m'a dit, alors il faut que je réfléchisse comment je vais répartir les médicaments, à quelle heure il va les prendre, il va pouvoir les prendre, tout plein de petits détails de rien du tout, qui sont des détails importants et qui font l'individualisation du rapport entre le médecin et le malade. et merci. Alors, docteur Marianne Pisanté, tu dois connaître, dit merci beaucoup de nous rappeler que tout cela a déjà été écrit il y a si longtemps. Dans la Gemara, si je ne me trompe pas, il est aussi écrit que le meilleur des médecins ira en enfer. Ça, c'est la première conférence que j'ai donnée en arrivant en Israël. En arrivant en Israël, ça faisait que 3 semaines ou 4 semaines que j'étais arrivé. Je n'étais pas très fier en ivrite parce que je n'ai jamais pris un cours d'ivrite. Si, j'ai pris un cours d'ivrite à Strasbourg. Mais j'avais appris la grammaire à fond, tellement à fond que je la connaissais mieux que les Israéliens, ce qui n'était pas difficile d'ailleurs. Et Tov Shebrofim, le Gehinom. Alors je vais tout de suite aller au bout parce que si je commence, ça va durer trop longtemps. Le meilleur commentaire, c'est le suivant. C'est celui qui pense qu'il est le meilleur des médecins, il ira en enfer. Voilà comment il faut le comprendre. Et je crois qu'il a raison, celui qui a dit ça a bien raison. C'est de ça que veulent. Parce qu'on voit tout le temps des médecins. On appelle les médecins dans la Gemara, mais sans arrêt. Parfois, on ne les appelle pas médecins, c'est vrai. Parfois, on dit Sha'alou la Bekiyim. Ouh, ça c'est dangereux. Les Bekiyim, c'est justement ceux qui ont de l'expérience. Hein. Donc, un Baki, ce n'est pas toujours quelqu'un qui a non, aussi la connaissance. Mais quand même, tu peux quand même demander. Ou alors, prends un médecin qui est Baki. Alors là, tout va bien. Hein. Si il est médecin et qu'il est Baki, alors il est parfait. C'est celui-là, c'est ça le médecin parfait, si on peut parler de médecin parfait. C'est celui qui est non seulement un médecin accompli, mais un médecin qui va jusqu'au bout. Oui. Alors, Cécile Spira nous rappelle que la Sidra d'hier nous montre déjà la relation entre l'état de l'âme et ses effets sur le corps. Ah, ça, c'est pour Tazria et Metzora. Et effectivement, alors je ne sais pas si tu regardes en même temps que moi le chat, mais il y a une citation de Kafka qui est ramenée par Paul Sidoun. C'est un incomparable mérite de la médecine moderne, ironique, d'avoir échangé la notion de possession au sens diabolique pour la notion consolante de neurasthénie, rendant en cela toute guérison impossible, cité par Ami Bouguenim, qui adore les médecins. Bravo. Dont acte. Bravo.
Non, moi je dis toujours, quand on parle de médecine dans la Bible, tout le monde cite Tazria Metzora, tout le monde, la lèpre. Moi d'abord je dis, je n'appelle ça jamais la lèpre, j'appelle ça la lèpre biblique. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas la lèpre, ou du moins ce n'est pas seulement la lèpre. Il y a des signes de lèpre, c'est vrai, mais ce n'est pas la lèpre, j'appelle ça la lèpre biblique. Bon, je ne suis pas le seul. Bon. Ensuite, je dis, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est Touma Vetara, c'est pureté, impureté. Voilà le sujet. Parce que nom d'une pipe, quand il est couvert de l'épée à la tête de cette lèpre, il est pur. Alors quoi, nom d'une pipe, ce n'est pas de la médecine. Très bien. Alors, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure et c'est une erreur grave vu le public. Michel Saadia est de Strasbourg, pas de Marseille. Je m'excuse platement. Comment j'ai pu faire une telle erreur? Euh, Voilà, la chose est réparée. Alors, je vous ai laissé la possibilité de réouvrir les micros si vous voulez en profiter ou si vous avez, puisque là, nous sommes en grande famille, donc pour ceux qui veulent directement réagir ou intervenir, vous pouvez le faire. J'essaie de lire rapidement si je n'ai pas oublié. Donc, comme tu l'as dit, Sarah Funto, qui est intervenue la semaine dernière sur la génétique nous fait remarquer effectivement qu'elle parlait la semaine dernière de certains des sujets que tu as traités aujourd'hui. Je pense avoir fait le tour. Donc, si quelqu'un veut intervenir ou poser une question, profitez-en, c'est le moment. Vous avez la possibilité de le faire. Alors, on regarde s'il y a une dernière question. Alors, Ariane Nabet dit, j'ai entendu, on nous apprend la nécessaire distance entre praticien et malade. On devrait nous apprendre la nécessaire proximité. Cela me fait penser à votre insistance sur la prise en compte de l'individu. Qu'en pensez-vous? Pas très bien compris la question. Eh bien, Qu'est-ce qu'il veut dire par proximité? Il veut parler des consultations par téléphone? c'est-à-dire que oui, elle peut s'exprimer directement. Oui, en fait, c'est un étudiant en médecine qui expliquait ça. Il était très choqué en fait par l'indifférence de certains de ses collègues. Oui. Et il disait, on insiste toujours pendant nos études de médecine, attention, la nécessaire distance, etc. Il faut garder une distance avec le malade. Et lui, il disait, mais on pourrait aussi bien nous apprendre plutôt quelle est la bonne proximité. On veut absolument nous apprendre la bonne distance. Mais on devrait plutôt nous apprendre la bonne proximité avec le médecin et malade. Oui. Bon, écoutez, vous savez qu'il y a des endroits au monde où la médecine se fait uniquement par Internet ou par robotisation, etc. Ça viendra. Je ne sais pas, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, il y a des énormes terrains où il n'y a pas de médecin. Ça viendra ici. Pardon? Ça viendra aussi. Ça viendra aussi. Je voudrais dire une citation du grand docteur Pierre Dac. Si vous ne vous sentez pas bien, faites-vous sentir par un autre. Oui. Voilà. Pas forcément. Alors, Catherine Zermati, si tu veux, parce que ta question a été coupée, si tu veux intervenir, tu peux le faire maintenant. Je ne voudrais pas te spolier. J'écoute. Oui, J'écoute. non. Voilà. Mais vous êtes sur mute. Quelle question, Jean-Charles? Voilà, maintenant ça y est, c'est bon. Maintenant, j'entends. Maintenant, j'entends. De quelle question tu parles? Sur l'entourage du malade que tu as précisé. Là, non, c'était juste, je disais qu'à propos des enfants, comme Maïmonide parlait de considérer l'entourage du malade quand on soignait un malade, j'ai dit que à propos de la pédiatrie, ça va ensemble. Si tu considères l'entourage du malade, donc tu considères ses parents, sa mère en tout cas. Absolument. Oui, mais alors, je vais vous citer quelque chose. Je m'excuse de parler de ma propre expérience. Mais quand je suis arrivé en Israël, je me suis installé comme pédiatre. En plus de ce que je faisais à l'université, j'ai eu la chance de pouvoir continuer à pratiquer la pédiatrie. Beaucoup moins qu'à Strasbourg. Mais enfin, j'ai continué la pédiatrie à Jérusalem aussi. Alors, il y a une femme qui arrive avec son enfant qui me dit, il a mal à l'oreille droite.
J'ai dit, ah bon, très bien, on va voir ça, déshabillez-le. Elle m'a dit, elle s'est dit, c'est un olé khadash, il ne comprend pas bien l'ivrite. Parce que elle m'a dit, tu ne m'as peut-être pas compris, mais je t'ai dit qu'il avait mal à l'oreille droite. Alors je lui ai répondu, je vous ai très bien compris, mais je ne traite pas une oreille droite, mais un enfant qui a mal à l'oreille droite. C'est un enfant que je n'avais jamais vu, que je ne connaissais pas. Mais nous, on a été éduqués comme ça en France. À l'époque, je ne sais pas comment on est éduqués de nos jours, mais les médecins étaient éduqués comme ça. C'est-à-dire que quand on voit un malade, eh bien, il faut se mettre en position qu'on puisse l'examiner. Et de nos jours, moi-même, bon, ça peut-être parce que je suis médecin aussi, ça m'arrive presque tout le temps, quand j'ai besoin vraiment d'un médecin, il n'est pas question de se déshabiller. Pensez-vous, pensez-vous. Ce qui ne veut pas dire que j'ai des mauvais contacts avec l'autre médecin qui est en face de moi. Mais il pourrait me prendre attention, quelque chose, il peut faire quelque chose. Ça peut être la réaction d'un malade. Hein. Si j'ai vu le médecin, mais lui, il ne m'a pas vu. Enfin, il m'a vu. Il ne peut pas ne pas m'avoir vu. Mais enfin, vraiment, le contact n'a pas été fait. Et ça va loin, ça. Mais le médecin, ici, il est dans son ordinateur. Moi, la deuxième fois que je suis allée voir le médecin, je lui ai dit, vous me reconnaissez? Il m'a dit, ah, mais oui. J'ai dit, mais vous ne m'avez même pas vu. Vous regardiez tout le temps l'ordinateur. Ça, j'ai dit à beaucoup de gens, effectivement, quand j'ai parlé de la médecine moderne, j'ai dit, vous vous rendez compte, les médecins, très souvent, ils ne regardent même pas le patient qui entre dans son cabinet. Mais oui. Parce qu'il ne peut pas le regarder, il faut qu'il regarde l'ordinateur pour voir ce qu'il a fait la dernière fois, ce qu'il a donné la dernière fois. Il faut qu'il regarde l'ordinateur. Ah, il pourrait tourner la tête quand même. Oui, mais oui, il pourrait. Donc, toute l'observation qui disparaît. Voilà. La partie observation dans l'examen d'un malade et la partie relation. Non, observation aussi. Qui est-ce qui fait encore la percussion? Qui est-ce qui fait la percussion encore? Personne. Jamais. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette intervention. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais effectivement, beaucoup d'érudition, beaucoup d'humour et extrêmement intéressante. J'ai eu à visiter récemment un médecin dans une coupa trolim, comme on dit chez nous ici. Et je dois dire que je suis rentré, j'ai attendu mon tour. D'abord, la notion de patience, c'est parce qu'on attend tellement dans la salle d'attente qu'on comprend le mot patience. Ça, c'est effectivement, sans connaître ni le latin ni rien d'autre, on sait ce que ça veut dire avoir de la patience dans les cabinets. Mais il n'y a pas de problème, ce n'est pas une plainte, c'est une constatation. Mais quand je suis arrivé devant le médecin, je voulais lui raconter mon cas, je commence à parler, il me dit stop, la carte. Et donc là, c'est aussi. Alors, je peux te comprendre, je comprends tout à fait. Je sais, je ne suis pas encore. Disons que je suis pas né hier, et donc je comprends tout à fait les aspects économiques de l'affaire. Mais il a fallu que je reprenne tout puisque je n'avais pas donné la carte, donc il n'avait pas pu enregistrer dans sa tête ce que je lui avais dit avant. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est un excellent médecin. Voilà. Je voudrais te remercier. Je vais te laisser, avant de conclure moi-même, si tu souhaites, non pas conclure, mais en tout cas conclure cette intervention et cet échange que nous avons eu aujourd'hui. Et je dois te dire que tu es celui qui a le mieux défini ce qu'est un Zoom. C'est une entrevue. Et quand tu l'as dit tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était la meilleure façon de définir une entrevue. Voilà, on était entre nous, mais à la fois, et voilà, j'espère qu'on pourra très très bientôt non seulement se voir, mais aussi se toucher, en toute pudeur, mais se toucher parce que ça me paraît important. Vas-y Samy, si tu as quelque chose à dire. Merci, j'étais heureux d'être avec vous. Alors, bonne continuation. Écoute, merci. On était très heureux. Voilà, merci. Vous pouvez tous applaudir. On pourra non. Non, ça ne se fait pas chez les C'est exact, c'est exact. Mais il y a des techniques avec un doigt, tu connais. Il y a différentes techniques pour pouvoir applaudir sans dire qu'on applaudit. Donc ça va, ne t'inquiète pas là-dessus. Je tiens à te remercier.
et à remercier ceux qui ont participé aujourd'hui. J'en profite aussi pour remercier Huguette qui est à côté de toi. Je le sais, je le sais. Voilà. Je voudrais vous dire que notre série Kaléidoscope continue. Avec la semaine prochaine, on a eu 2 sessions, peut-être un peu plus médecine. La semaine prochaine, c'est Xavier Nataf qui nous fait une intervention sur la femme juive à l'écran, 100 ans de présence féminine juive au cinéma. Donc, que vous soyez féministe ou pas, que vous aimiez, j'espère, le cinéma ou pas, mais en Et tout les cas, c'est une femmes. intervention de Xavier Nataf. On va parler donc de ce sujet-là. Je vous remercie d'avoir été présents ce soir. Je remercie encore à nouveau tous nos intervenants qui sont tous des EI et tous des bénévoles. C'est important de le dire. Et voilà, et je t'invite à lire les commentaires sur le côté. Comme je n'ai pas voulu te faire rougir, je n'ai pas lu tous les commentaires qui faisaient ton éloge. Je te laisse les découvrir toi-même. Voilà, le micro est ouvert. Pour ceux qui veulent continuer à discuter, ils pourront le faire. J'arrête l'enregistrement. Nous ne sommes plus maintenant. On peut rester dans les aspects privés. En tout cas, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci, shalom. Shalom, shalom ouvracha. Shalom ouvracha. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye. Oui.